Comment tester un email finder? Il y a beaucoup de solutions d'enrichissement email sur le marché. Personnellement, j'en connais plus d'une centaine. Chaque mois, de nouveaux acteurs se lancent et d'autres disparaissent des radars. C'est un secteur ultra concurrentiel, avec des outils pour tous les price points. Et il y a des solutions enterprise, comme ZoomInfo, Cognism, Demandbase ou Leadgenius. Il y a aussi des solutions middle market, comme Apollo, Lusha, Wiza, Hunter. Et puis enfin, il y a des solutions SMBs, comme ICPs, Dropcontact, FindEmail ou Prospero. Bien entendu, chaque solution prétend être la meilleure. Et je vous dirai pas le contraire en ce qui concerne ICPs. Du coup, pas facile d'y voir clair. Il y a plein d'études, de benchmarks, qui sont régulièrement publiées et qui évaluent la performance des email finders sur le marché. Mais attention, ces études peuvent être plus ou moins sérieuses et plus ou moins sponsorisées. Pour vous aider à faire le tri entre les faux benchmarks et les vrais travaux sérieux, fiables, j'ai listé 6 points à vérifier méthodiquement. Mais d'abord, en préambule, il faut savoir ce qu'on évalue. Un email finder, ça a de nombreuses caractéristiques. Le coût, le temps de traitement d'un fichier, le rate limit de son API, le downtime, etc. Mais évidemment, les deux dimensions essentielles qu'on cherche généralement à évaluer, c'est d'une part le taux de découverte et d'autre part le taux d'accuracy ou sa valeur inverse, le taux de bounce. Un bon email finder doit avoir un taux de découverte le plus élevé possible tout en gardant un taux de bounce le plus faible possible. Ceci étant dit, voyons maintenant donc les 6 points qui permettent d'apprécier le sérieux d'un benchmark. Point numéro 1, les fichiers sources sont accessibles. C'est probablement le point le plus important. Vous pouvez déjà jeter à la poubelle toutes les études qui ne permettent pas d'accéder aux fichiers sources. Et malheureusement, c'est la grande majorité d'entre elles. Par fichier source, j'entends par là le fichier original qui a été uploadé sur les différentes plateformes d'enrichissement et bien sûr ensuite les fichiers enrichis par chaque plateforme. Alors où est-ce qu'on trouve en général ces fichiers sources quand on lit un benchmark? Soit ils sont directement accessibles, téléchargeables en ligne sur le benchmark, sur la page web qui présente le benchmark, soit parfois il faut les demander à l'auteur de l'étude. Si l'auteur refuse de vous les transmettre, vous pouvez en déduire qu'il a probablement manipulé les données d'une manière pas très honnête, pas très recommandable. Les études en mode black box n'ont absolument aucune valeur. Inversement, toutes les études sérieuses autorisent systématiquement l'accès aux fichiers sources. Point numéro 2. Le sample contient plus de 300 lignes. En effet, il faut que le fichier test il soit suffisamment grand pour qu'il soit significatif du point de vue statistique. Si vous avez moins de 300 lignes dans votre fichier test, il est probable que votre fichier soit pas assez varié. Et donc, finalement, un test sur un tout petit fichier ne va pas vous permettre d'obtenir une image fidèle de la performance réelle des email finders que vous étudiez. C'est un peu comme si vous vouliez évaluer la beauté d'une photo numérique sur un écran de très basse résolution. Vous avez besoin de beaucoup de pixels pour vous faire une idée de la photo. À l'inverse, plus le fichier test est gros, plus l'étude est intéressante. Une limite existe malheureusement, c'est que plus le fichier est gros, plus il va coûter cher à processer. Donc quand vous devez acheter des crédits sur une dizaine, une quinzaine, une vingtaine de plateformes différentes, ça peut rapidement faire monter la facture. Troisième point, le sample est randomisé. En effet, il est important de randomiser le contenu de votre fichier test. Sinon, c'est un peu trop facile de mettre dans votre fichier test qui va arranger votre email finder au détriment des autres. Donc pour randomiser, la méthode la plus simple, la plus classique, c'est de scraper un peu au hasard des profils sur LinkedIn, en choisissant quelques mots-clés, là encore de manière aléatoire, ou en exportant l'ensemble des contacts récents d'une messagerie. Ce dernier procédé offre un niveau de randomisation clairement moins élevé que le scrapping aléatoire de profils sur LinkedIn, parce qu'il est très probable qu'une grande majorité des contacts associés à une messagerie appartiennent au même secteur d'activité et à la même zone géographique. Vous aurez quelque chose de trop homogène. Lorsque vous scrapez un dataset sur LinkedIn, vous pouvez en plus utiliser des filtres qui vont vous permettre de fixer des contraintes, comme le fait par exemple d'avoir une multiplicité de secteurs professionnels, une multiplicité de pays différents, de panacher aussi votre sample avec des tailles d'entreprises différentes, parce que ça joue aussi beaucoup dans la capacité à découvrir l'adresse mail. Les petites entreprises ont des messageries qui sont pas les mêmes que les grandes entreprises. Donc tout ça va donner de l'hétérogénéité, une hétérogénéité contrôlée, mais en même temps randomisée, qui va permettre à votre sample d'être vraiment intéressant. Troisième point, la délivrabilité des emails trouvés est testée de manière fiable. Ça veut dire quoi, tester de manière fiable? Ça veut dire que y a un test de bounce qui est effectué, un test de délivrabilité. En effet, beaucoup d'utilisateurs, lorsqu'ils choisissent un email finder, se fient à ce qu'ils voient immédiatement, c'est-à-dire le taux de découverte brut. Ils font un test, ils récupèrent le fichier traité, et puis ils voient un taux de découverte brut.
Mais il y a parfois un gap important entre le taux de découverte brut et le taux de découverte net. Le taux de découverte net, c'est quoi? C'est le nombre d'emails trouvés moins le nombre de bounce, donc on retranche le nombre de bounce aux emails trouvés, divisé par le nombre de lignes dans le fichier test. Alors que le taux de découverte brut, c'est le même ratio, mais sans prendre en compte les bounce. Le test de délivrabilité, c'est un test qui consiste à envoyer un message à chaque adresse email trouvée, puis à recenser donc le nombre de hard bounce. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, un hard bounce, c'est une notification d'erreur reçue par un expéditeur lorsque son message a été envoyé à une adresse email inexistante. Vous avez probablement déjà vu ce genre de message que je vous affiche à l'écran. Et au passage, quand vous faites un test de délivrabilité, vous pouvez donc aussi calculer le taux de bounce. Et ça, c'est très important, puisque quand vous utilisez un email finder, si votre taux de bounce est élevé, disons supérieur à 8%, vous risquez d'endommager très sévèrement votre délivrabilité email. Et vos messages, finalement, seront de plus en plus souvent catégorisés comme du spam. Ils n'arriveront plus donc dans la main inbox. Attention, gros warning, vous ne pouvez pas utiliser un email verifier du type Never Bounce, Use Bouncer ou Million Verifier comme source de vérité pour déterminer quels emails vont bouncer. Il faut vraiment envoyer un message pour le savoir. Ces outils, les email verifiers, sont des outils très imparfaits. Et je ne vais pas rentrer dans le détail ici, mais clairement, si un benchmark utilise un email verifier comme source de vérité, vous pouvez déjà vous dire que son auteur, l'auteur du benchmark, n'a pas de connaissances techniques solides dans le domaine de l'enrichissement email ou qu'il a voulu bâcler un peu les choses. Pour creuser le sujet des tests de délivrabilité et savoir comment les réaliser de manière fiable, on a fait une vidéo dédiée à ce sujet, donc je vous mets le lien en description. Point numéro 5, le test a été fait au même moment pour tous les email finders. Ça c'est important, parce qu'une malfaçon classique dans les benchmarks, ça consiste à faire des mesures mais qui ne sont pas faites au même moment. Et ça fausse les données très fortement. Pourquoi? Parce que s'il y a seulement quelques jours d'écart, c'est pas très grave, mais dès que vous mettez une semaine ou plus d'écart entre différentes mesures, vous allez avoir un résultat qui est affecté par le temps qui a passé. En effet, plus vous attendez pour traiter un fichier, plus il y aura des personnes de votre fichier qui auront changé d'entreprise. Et donc les données d'input ne seront plus bonnes. Il sera plus difficile de trouver l'email de ces personnes. On estime qu'une personne change d'entreprise en moyenne tous les 3 ans. Par conséquent, chaque semaine qui passe, c'est à peu près 0,5% de votre fichier test qui n'est plus à jour. Donc il faut se dépêcher de faire les mesures dans la même semaine. Point numéro 6, les règles de scoring sont explicites. De la même manière que les fichiers sources doivent être accessibles, il est important que les règles de scoring soient décrites explicitement. Le scoring consiste à attribuer ou retirer des points à un email finder en fonction de son bounce rate. Selon les benchmarks, le bounce rate peut être considéré comme un facteur plus ou moins pénalisant. L'essentiel, c'est que la règle de calcul soit connue afin que n'importe qui puisse recalculer le score obtenu par chaque email finder. En conclusion, si je devais retenir que 2 points pour évaluer le sérieux d'un benchmark, je retiendrai que les sources sont accessibles, les fichiers sources, et deuxièmement, qu'un test de délivrabilité a été effectué, donc un test de bounce a été effectué pour valider ou pas les emails qui ont été trouvés. Voilà, à présent vous êtes armés pour distinguer les études fiables du discours marketing parfois un peu bullshit qu'on peut trouver en ligne. Je vous dis à très bientôt.